Donc voici le déroulement de la matinée de restitution. Donc on va commencer par une introduction. Ensuite, je ferai un résumé des 15 rencontres en fait qu'on a organisées les 2 dernières années sur les alternatives aux pesticides en pommes de terre et légumes plein champ. Ensuite, nous aurons une petite pause et pour enrichir ces rencontres, enfin ce résumé de rencontres, on a vu lors des rencontres que la biodiversité était vraiment un allié pour pouvoir se passer des pesticides chimiques de synthèse. Il faut donc protéger la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on aura 2 interventions. Une par Julien Piqueret de Natagriwal, qui va nous donner des outils pour favoriser la biodiversité dans nos systèmes agricoles. Et ensuite, le professeur Stéphane Leclerc, qui nous parlera de l'importance de la vie du sol et plus particulièrement des champignons mycorhiziens. Et on clôturera par un lunch bio. Alors, avant de commencer, une petite présentation de Nature et Progrès pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Nature et Progrès a été créé en 1976. Donc, ce sont quelques producteurs et consommateurs qui ont vraiment voulu tourner le dos à la chimie de synthèse qui se développait fort à cette époque en agriculture. Et donc, ils ont œuvré avec d'autres au développement de l'agriculture biologique. Et actuellement, on a quelques producteurs aussi qui ont le label Nature et Progrès, donc ils sont certifiés, ils ont la certification européenne bio, et en plus de ça, ils ont signé la charte de Nature et Progrès qui tourne autour du développement durable. Alors on est une association de sensibilisation, d'information et de conscientisation du grand public aux problématiques environnementales et sociétales. Les thématiques qu'on aborde sont le jardinage, l'agriculture et l'alimentation biologique, l'énergie et l'habitat éco-responsable, etc. Alors on organise aussi le salon Bio Valérial, toute une série de conférences, des projets à impact, etc. Et un de nos projets, c'est Wallonie sans pesticides, nous y croyons. Et donc ce projet, qui est soutenu par la région wallonne, a comme objectif de réunir tous les acteurs de changement. Donc des producteurs, des consommateurs, experts, politiques, autour de toutes les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse, afin d'œuvrer pour un élargissement des territoires sans pesticides. Alors, quelle est notre méthodologie? Alors, on fait ça sous forme de rencontres en ferme. Donc, on rassemble les citoyens, les agriculteurs, les experts sur le terrain pour montrer que c'est possible de se passer de pesticides chimiques de synthèse. Et donc, lors de ces rencontres, on a souvent des interventions d'experts, l'agriculteur explique comment il travaille, et les citoyens peuvent aussi poser leurs questions. On fait également des sondages, des interviews avec des producteurs et experts. On organise des journées d'études, des tables rondes pour approfondir le sujet, et on compile tout dans des brochures. Donc, vous allez pouvoir repartir avec une brochure qui est aussi disponible sur notre site internet. Ici, vous avez celle sur les alternatives aux pesticides en pommes de terre et légumes plein champ, mais les années précédentes, on a aussi réalisé des brochures sur les alternatives en prairie, les alternatives en céréales, et puis on a d'autres brochures qui peuvent aussi peut-être vous intéresser, par exemple notre étude plan B. Alors on réalise aussi des capsules vidéo, des diffusions sur les réseaux sociaux, etc. Alors, comment se déroule cette campagne? Alors si vous observez sur le disque là-dessus, on a plus ou moins 34% de nos surfaces wallonnes qui sont déjà dépourvues de pesticides chimiques de synthèse. Donc les forêts, les prairies, les cultures bio.
Ensuite, on a les terres bâties, espaces publics et jardins qui sont soit conservés ou en partie libérés déjà des pesticides. Alors, il reste 20% de prairies, 3% de maïs, 11% de céréales et 13% d'autres cultures qui sont encore libérées des pesticides chimiques de synthèse. Et donc, c'est pour ça qu'en 2017, on s'est intéressé aux alternatives aux pesticides en prairie, en 2018 aux alternatives aux pesticides en maïs, en 2019 en céréales, en 2021 et 2022 en pommes de terre, légumes, plein champ, et après on va poursuivre dans les vergers. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un résumé des alternatives aux pesticides en pommes de terre et légumes plein champ qu'on a réalisé lors des différentes rencontres en ferme. Alors, il y a eu 15 rencontres en ferme. Donc on va voir vraiment la diversité de fermes qu'on a été visitées. Alors, il y a des fermes qui sont en polyculture élevage, d'autres uniquement en grande culture, d'autres font du labour, d'autres sont en non-labour. Donc il y a vraiment une diversité. Et à toutes ces différentes rencontres en ferme, on a eu quelques experts, quelques structures wallonnes qui sont intervenues pour enrichir encore ces rencontres. Alors je vais passer en revue les différentes fermes rapidement. Donc on est tout d'abord allé à la ferme de Moranfalais, chez Bernard Brocart. Alors il a une ferme en polyculture, élevage 90 hectares, 80 vaches laitières bleu mixtes. Il est 100% autonome en fourrage, et donc les cultures qu'il a sont principalement des cultures fourragères, des prairies, des pommes de terre et des céréales panifiables. Alors lors de cette rencontre, on a eu une intervention de Bio-Wallonie et du CARA. Ensuite, nous sommes allés dans les champs de Barcy, chez Benjamin Bio, qui exploite des terres à la ferme de Froidefontaine. Donc, il a 16 hectares de culture de légumes et céréales. Alors, dans les légumes, il y a les pommes de terre, carottes et oignons. Et il a 20 hectares de prairies naturelles. Alors, il est en agriculture bio de conservation. Donc, il travaille en non-labour. Pour cette rencontre, on a eu l'ASBL Sanitas et la FIWAP qui sont intervenus. Ensuite, nous sommes allés à la ferme de l'abbaye de Bonnef, chez Cédric Dumont-Chassard, qui a 200 hectares en bio. Il y a des légumes racines et des légumes feuilles, des petits pois, haricots, épinards pour la surgélation, et également des poireaux, carottes, pommes de terre, et des céréales pour l'alimentation humaine, comme les poutres, et des variétés anciennes de froment. Alors pour cette rencontre, on a eu la FIWAP et Bio-Wallonie qui sont intervenus. Ensuite, nous sommes allés chez Belgo Bio, avec Manu Jatin et Caroline de Villers, qui ont une dizaine de cultures de légumières et céréalières. Alors quelques cultures peu classiques, comme la patate douce ou le yacon. Ils ont des carottes, pommes de terre, oignons, choux doux, haricots, persil tubéreux, petits pois, épeautres et triticales. Ils ont aussi de la betterave et la chicorée en conversion. Et donc pour cette rencontre, on a eu la FIWAP et Bio-Wallonie. Ensuite, nous sommes allés à la ferme de Grady, chez Charles Albert de Grady, qui a 32 hectares en bio et 14 hectares en conversion. Il a des céréales et des légumes, donc triticales, froment pois, chicorée, carottes, haricots, pommes de terre et oignons. Une partie va à l'industrie du surgelé et l'autre est vendue à la ferme. Il fait aussi partie de la coopérative Orso qui développe la betterave sucrière bio en Wallonie. Alors pour cette rencontre, on a une intervention du CPL Végémar qui fait avec la ferme de Grady des essais de nouvelles cultures et de variétés résistantes, et une intervention de Bio-Wallonie également. Ensuite, nous sommes allés à la ferme de la Tour Saint-Marc chez Gilles de Moffard. Il a des céréales et des légumes, donc céréales de l'épeautre, de l'orge et triticale. Et en légumes, il y a des pommes de terre, oignons, échalotes, basilic, carottes, petits pois et haricots. Il fait également partie de la coopérative Orso qui développe la betterave sucrière
Donc on a eu le CPLVG Mar et Bio-Wallonie qui sont intervenus. Ensuite, nous sommes allés à la ferme à l'Arbre de Liège, chez Henri et Michel Pâques, qui est en polyculture élevage. Ils ont des vaches, des blancs d'Aquitaine, des cochons et poules pondeuses, des pommes de terre, ils font du maraîchage plein champ et sous tunnel. Ils ont des prairies, des céréales fourragères, des céréales panifiables, de la moutarde et une houblonnière. Ensuite, nous sommes allés à la ferme Schipers, chez Christian Schipers, qui a des pommes de terre, pois, haricots, colza, maïs, grains, orge brassicole, céréales, etc. Alors, il travaille beaucoup avec des cultures associées. Certaines cultures sont à labour et d'autres sont en non-labour. Et pour cette rencontre, on a eu une intervention de l'ASBL Sanitas et de Grilotech. Alors ensuite, nous sommes allés chez BioGailly, donc chez Florent Gailly, qui a 15 hectares de légumes bio, des oignons, des carottes, poireaux, légumes, feuilles, asperges, etc. Et 26 hectares de production fourragère. Donc nous avions la CIM qui est intervenue. Ensuite, nous sommes allés à la ferme Maté, chez Philippe Maté, qui a une centaine d'hectares en bio. Alors il a une diversité de céréales et légumes, colza, chanvre, pois, haricots, potirons, épeautres, chicons, quinoa, les petites épeautres. Alors il est aussi en labour et en non-labour pour certaines cultures. Pour cette rencontre, nous avons eu l'intervention du CPLVG Mar et de la FIWAP. Ensuite, nous sommes allés à la ferme de Bouche et la plateforme BRIOA, donc le nouveau centre de recherche en agriculture biologique, avec Bernard de Bouche et Eddy Montigny. Chez Bernard de Bouche, il y a 150 hectares de céréales et légumes. Donc, ils ont des haricots, pois, épinards, pommes de terre, basilic, carottes, tournesol, etc. Et il fait partie de la coopérative de stockage de légumes bio SBICO. Et donc, sur la plateforme BRIOA, il y a 60 hectares d'haricots, pois, céréales, légumineuses, etc. Il travaille beaucoup avec des cultures associées et il y a une importance, on attache beaucoup d'importance au morcellement des parcelles. Ensuite, nous sommes allés à la ferme du Passavant, chez Carole de Pape, où il y a une centaine d'hectares de pommes de terre, céréales et prairies. Alors pour cette rencontre, on a eu un conseiller indépendant, Carole de Vlies-Spauer. Ensuite, à la ferme Le Maire, chez Olivier et Pierre Le Maire, ils ont 60 hectares de céleri, rave, panais, persil, tubéreux, carottes, oignons, haricots, etc. Des pommes de terre aussi. Il fait partie de la coopérative Orso, qui développe la betterave sucrière Bio-Wallonie, et aussi la coopérative Rebelle, qui transforme les pommes de terre en chips. Alors, pour cette rencontre, on a une intervention de Bio-Wallonie. Ensuite, la plateforme maraîchère Sigma du CRAW. Alors, là, ils ont un projet Interreg Zéro Phyto, où ils développent donc, les alternatives aux pesticides, surtout pour contrôler les insectes ravageurs. Ils ont des légumes, des céréales, une luzernière et un poulailler mobile. Ils font pas mal d'essais sur la réduction du travail de sol, sur la fertilité des sols, les rendements, les associations des cultures, etc. Et donc, à cette rencontre, on a eu la CIM et naturellement le CRAW. Et enfin, nous sommes allés au domaine Bio-Vallée, chez André Crevis, qui a 147 hectares en polyculture élevage, 300 vaches, angus et moutons. Il fait du maraîchage, il a des prairies, des céréales et des légumes, du chou, des pommes de terre, des courges, des poireaux, etc. Donc voilà, comme vous voyez, on a vraiment été dans une diversité de fermes. Et là, on va tout de suite passer au sujet de l'aujourd'hui. Et donc, lors des différentes rencontres en ferme, vraiment ce qu'on a pu observer, pour pouvoir se passer des pesticides chimiques de synthèse, il faut vraiment utiliser les méthodes préventives. Et donc, dans les méthodes préventives, on a tout d'abord la rotation, qui est donc, la succession de cultures sur une même parcelle.
Je vais parler aussi de l'importance des cultures intermédiaires, donc avoir toujours des couverts. Le travail du sol en interculture. Ensuite, les caractéristiques de semis ou de plantation. Les choix des variétés est aussi très importante en bio. Le mode de fertilisation. Ensuite, je parlerai d'autres pratiques avant, pendant et après la récolte. Et enfin, des pratiques plus spécifiques à certaines plantes indésirables, maladies ou ravageurs. Alors, tout d'abord, la rotation. Donc, tous les producteurs nous ont dit que vraiment, ça c'était super important si on veut travailler sans pesticides chimiques de synthèse. Au plus longue la rotation est diversifiée, au plus elle sera efficace. Alors, il faut alterner des cultures avec des cycles différents, donc des cultures de printemps, avec des cultures d'hiver, d'été, d'automne. Alterner les cultures à morphologie différente, donc insérer des céréales entre les légumes par exemple. Alterner les cultures avec des exigences en azote différentes. Alors, il y a des cultures qui ont besoin de beaucoup d'azote et d'autres qui vont même mettre de l'azote plutôt dans le sol. Il faut espacer au mieux les cultures sensibles aux mêmes maladies et ravageurs. Alors, afin de pouvoir avoir des longues rotations, on peut introduire des cultures innovantes. Donc, certains producteurs ont commencé des nouvelles cultures. Très important aussi, c'est le morcellement des parcelles, ce qui va permettre de placer des haies, des bandes fleuries et d'avoir des longues rotations. Et enfin, implanter des mélanges de variétés ou faire des associations de cultures s'avère aussi très intéressant. Alors, en regardant le disque là, vous voyez un exemple de rotation. Donc, en général, en tête de rotation, la plupart des producteurs mettent une culture dite nettoyante qui va enrichir, structurer et aérer le sol grâce à des racines bien développées. Ils vont apporter un stock d'azote important dans les sols pour les cultures suivantes et ils vont aussi augmenter le taux de mycorhisation. Donc le professeur de Clercq en parlera après, il vous expliquera l'importance de ces champignons bénéfiques du sol. Ensuite, comme exemple, pour le système céréalier, on peut mettre des cultures de légumineuses comme du trèfle et la luzerne qui peuvent rester plusieurs années. Et en système de polyculture élevage, on va plutôt mettre une prairie composée de graminées et de légumineuses. Ensuite, on a plutôt le corps de rotation. On va alterner les cultures avec des caractéristiques caractérisées par des cycles et morphologies exigences en azote différentes. Et alors enfin de rotation, plutôt des cultures moins exigeantes comme l'avoine, le seigle ou le sarrasin. Voilà. Ensuite, on a beaucoup parlé, donc lors des rencontres, on a beaucoup parlé de l'importance de couvrir le sol en agriculture. Donc avec des cultures, ce qu'on appelle des cultures intermédiaires. Alors ça permet de contrer les plantes indésirables, de nourrir les micro-organismes du sol, favoriser la matière organique, ça va éviter l'érosion, structurer le sol, etc. Alors il y a différentes manières de faire. Soit on met en sous-couvert, ou bien après moisson ou récolte de légumes, entre deux céréales, etc. Alors, les finalités des cultures intermédiaires, ça peut être un engrais vert qu'on va broyer et laisser sur place pour enrichir le sol. Des cultures dérobées qui peuvent être utilisées comme, ce sont soit des cultures fourragères ou valorisées en bioénergie. Et puis il y a les sipans. Les sipans, ils vont capter l'azote et éviter que l'azote soit lessivé dans les sols. Naturellement, le choix de l'espèce est très important, ça on le verra plus tard. Alors, si on veut travailler sans
sans pesticides, chimiques de synthèse, le travail du sol en interculture est aussi très important. Alors il y a plusieurs façons de travailler, soit on fait un déchômage, soit on laboure. Alors très important, les faux semis sont réalisés donc en fonction en fait de ce qu'on a dans le sol, si on a des semences ou des organes souterrains de plantes indésirables. L'objectif vraiment de ces pratiques, c'est de réduire le stock de semences présent dans le sol avant l'implantation d'une nouvelle culture. Donc sur les premières photos, vous avez un déchômeur, ensuite une charrue et ensuite une herséterie qui est utilisée pour les faux semis par exemple. En ce qui concerne le déchômage, en général, on a beaucoup parlé de faire d'abord un premier travail superficiel. Donc ça évite de réactiver la minéralisation et ça évite d'enfouir les graines prêtes à germer. Ensuite, on fait un ou plusieurs déchômages plus profonds, surtout si on a des plantes vivaces indésirables. Ça permet de faire remonter les organes souterrains pour les faire sécher au soleil. Alors on utilise préférentiellement un déchômeur à dents, parce qu'il y a aussi des déchômeurs à disque, mais qui vont plutôt multiplier les indésirables. Donc il faut plutôt utiliser un déchômeur à dents. Et beaucoup de producteurs nous ont aussi parlé de l'actisol, qui est en fait un outil de scalpage, d'ameublissement et de fissérature du sol. Ça permet de détruire les engrais verts et de décompacter le sol. Ensuite, pour ceux qui font des cultures en labour, cette technique permet vraiment de remettre les compteurs à zéro. Maintenant, pour préserver le sol, les agriculteurs ont plutôt recours à un labour agronomique qui retourne moins profondément le sol, sur 15-20 cm, et ne laboure pas systématiquement. Ça dépend vraiment du degré de salissement et des conditions d'humidité du sol. Ensuite, les faux semis, très importants si on veut se passer de pesticides. Alors ça consiste à préparer un lit de germination qui va favoriser la levée des semences de plantes indésirables en surface. Ensuite, on va détruire les jeunes pousses avec soit une herséterie, soit une houe rotative, un vibroculteur, etc. Alors on parle aussi de faux semis juste après la moisson, de faux semis sur but de carottes et d'oignons après semis et avant levée, donc ça c'est plutôt avec un brûleur thermique. Ensuite, très important pour les cultures de légumes, c'est la préparation du sol. Les semences de légumes sont très sensibles aux caractéristiques du sol, donc on a bien vu que les producteurs devaient bien connaître les caractéristiques de leur sol. Alors voici quelques exemples qu'on a vus. Maintenant, ça dépend vraiment d'un producteur à l'autre. En pommes de terre, en général, on disait qu'il fallait faire un ameublissement profond, donc de 20-25 cm, grâce à des engrais verts qu'on implante en automne et qui sont gyrobroyés au printemps, suivi d'un labour léger ou d'un vibroculteur et éventuellement un passage à la herse. Ensuite, on plante naturellement dans un sol bien ressuyé et réchauffé. En haricots, en général, les agriculteurs faisaient un labour d'hiver ou utilisaient le vibroculteur au printemps, plus des faux semis. En oignon, un labour agronomique suivi de faux semis, plus préparation fine en surface, avec des outils à dents comme la herséterie, la herse rotative ou le vibroculteur, et rouler le sol également. Et en carotte, on utilisait plutôt l'actisol pour décompacter la terre sur 30 cm, suivi de faux semis. Alors, les caractéristiques du semis ou de la plantation sont aussi très importantes. Alors, la période de semis ou de plantation, en général en bio, on a tendance à retarder de 15 jours. Ça permet de décaler la levée de la culture par rapport à la levée des plantes indésirables et faire des faux semis, un ou plusieurs faux semis.
Par contre, il faut faire attention de ne pas semer trop tard dans les conditions trop humides. Donc il faut trouver le juste milieu. Ensuite, la densité de semis est aussi importante. En bio, en général, on augmente la densité de semis, car en passant avec les machines de désherbage, on a tendance à détruire quelques plants. Mais ça dépend, on a vu que ça dépend vraiment des cultures et aussi du développement des racines et calibres demandés par l'industrie. Parce que voilà, parfois, il vaut mieux écarter les plants pour avoir les bons calibres. Ensuite, la profondeur de semis est importante. En général, en bio, on sème 1 cm plus profond que la norme. Ça permet de désherber superficiellement et limiter les pertes par des oiseaux. Et enfin, la largeur des interlignes est aussi importante. Il faut vraiment réfléchir ça en fonction de si on utilise ou pas un outil de désherbage comme la videuse. Ensuite, le choix des variétés est très important. Alors, lors des rencontres, certains parlaient de variétés qui couvrent bien le sol, comme par exemple la variété Agria en pomme de terre, qui fait vraiment des grandes feuilles et qui permet d'éviter d'avoir des plantes indésirables entre les lignes. Très très important, c'est utiliser des variétés résistantes aux maladies. En pomme de terre, il y a beaucoup d'essais qui se font pour trouver des variétés robustes, qui sont moins sensibles au mildiou. Et donc la plupart des producteurs rencontrés utilisaient les variétés Vitabella, News, Tentation, Alliance, Coquine, Zen, etc. En oignon aussi, utiliser des variétés résistantes au mildiou. On a parlé des variétés Highlander et Redlander. Naturellement aussi, utiliser des variétés résistantes aux ravageurs. On a parlé des variétés de carottes nantaises résistantes à la bouche de la carotte, par exemple. Alors, il y a certaines variétés qui font des meilleures associations avec des champignons mycorhiziens que d'autres, qui justement va permettre à la plante d'induire les gènes résistantes. Donc, je ne sais pas si le professeur Declercq en parlera, mais c'est quelque chose. Donc, la variété est très importante, parfois due au fait qu'ils font de bonnes associations avec les champignons mycorhiziens. Ensuite, le mode de fertilisation est important. Donc la fertilité du sol, elle dépend de l'azote, qui est le carburant des plantes, et de l'humus, qui est le moteur de la fertilité. Et ces éléments sont interdépendants, car pour créer de l'humus, il faut suffisamment d'azote par rapport à la teneur en carbone. Alors voici quelques principes qu'on a pu discuter. Donc il faut tout d'abord favoriser un sol biologiquement actif. Donc ça peut se faire via des engrais verts diversifiés qui vont structurer le sol aussi. Utiliser des légumineuses pour fixer de l'azote. Alors très important, c'est de pouvoir gérer la minéralisation en réduisant les risques de perte d'azote. Donc il faut trouver le bon moment pour, par exemple, retourner une prairie temporaire. Et ça va aussi dépendre naturellement du type de sol. Et enfin, respecter les principes d'une rotation bien menée. Donc on a vu, quand j'ai parlé de la rotation, on a vu que c'était bien d'alterner par exemple, des cultures avec des exigences en azote différentes. Quelles sont les sources possibles d'azote en bio? Alors, il y a les cultures légumineuses, qu'on peut valoriser en fourrage ou en graines, en sous-semis, et dans une prairie temporaire, on va mettre 60 à 80% de légumineuses pour bien enrichir le sol en azote, par exemple. Alors les engrais verts, on peut avoir des couverts courts ou des couverts longs d'engrais verts. D'autres agriculteurs, surtout ceux qui sont en polyculture, élevage, utilisent de l'engrais de ferme.
Et il faut privilégier des fumiers bien compostés, car le compostage va détruire les semences de plantes indésirables et les maladies. Et c'est à privilégier du lisier qui en fait de l'azote directement disponible pour la plante et qui va plutôt favoriser les maladies, donc plutôt à éviter. D'autres producteurs utilisent des engrais organiques comme de l'orgamine quand ils n'ont pas assez d'autres engrais disponibles. Ensuite, il y a toute une autre série de pratiques avant, pendant ou après la récolte. Alors il est important de bien nettoyer le matériel pour éviter de repiquer des plantes indésirables dans d'autres parcelles ou disperser des maladies. Il faut éviter la montée en graines de plantes indésirables, entretenir les bords de champs, vraiment favoriser les insectes auxiliaires, les haies, implanter des haies, mettre des bancs fleuris, bien réfléchir à la connectivité écologique, les mesures agro-environnementales que Tata Griol nous présentera. Et alors, il y a aussi toute une série de méthodes d'éloignement des ravageurs. On peut utiliser des huiles essentielles. La stratégie attraction-répulsion, c'est en fait attirer donc, des insectes nuisibles en faisant des bandes, en mettant en bordure de champs des bandes sensibles, ce qui va éviter que ces insectes nuisibles aillent dans la culture principale. Utiliser des filets d'exclusion quand c'est possible, naturellement si on a des grandes surfaces c'est plus compliqué. Ensuite, les conditions de récolte, de stockage et de conservation sont aussi très importantes. Alors bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, si vous voulez avoir tous les détails, tout est dans les brochures naturellement. Ensuite, en culture de légumes, parfois l'irrigation est nécessaire, donc ça il faut faire attention de le faire au bon moment. Alors, il y a moyen d'apporter des micro-organismes dans le sol, mais plutôt en dernier recours, car ça risque aussi de perturber l'équilibre du sol. Il vaut mieux faire des pratiques agricoles qui vont favoriser les micro-organismes du sol. Mais voilà, si c'est vraiment nécessaire, parfois on peut apporter des micro-organismes dans le sol. Ensuite, lors de deux rencontres, on a aussi beaucoup parlé du niveau de glucides et pH de la sève à contrôler, qui permet de déterminer si une plante est vulnérable ou pas. Et donc, s'il y a une carence, par exemple, en nutriments, on peut apporter des oligo-éléments pour booster la photosynthèse. Alors, on appelle ça le test BRICS. En fait, c'est un indicateur de rendement photosynthétique. Donc, c'est évaluer la teneur en glucides et aussi le pH de la sève. Aussi important, c'est avoir un bon équilibre bactéries-champignons. Donc apparemment, un sol où il y a une dominance de champignons sera plus sain qu'un sol où il y a une dominance de bactéries. Alors maintenant, je vais passer à quelques méthodes spécifiques à certaines plantes indésirables qu'on a pu observer chez les producteurs. Alors, j'ai mis en rouge, voilà, plus je rappelais les choses générales. Donc bien nettoyer le matériel, faire des rotations longues et alterner des cultures d'hiver avec des cultures de printemps, trier les semences avant de semer, faire un compostage de fumier et surveiller les bords de champs. Alors pour des indésirables vivaces comme le rumex, il faut éviter de découper les racines car ça peut faire redémarrer plusieurs plants. Implanter des cultures annuelles concurrentielles comme le seigle, l'avoine, le chanvre, les associations céréales protéagineux aussi. Avoir des couverts denses
qui vont inhiber aussi la germination du rubex en interculture, comme le radis fourragé, bien décompacter le sol et faire des faux semis. Alors, contre les chardons des champs, ce qui fonctionne bien, c'est d'implanter une luzernière qu'on fauche pendant 2-3 ans. On peut aussi introduire une prairie temporaire de graminées et de légumineuses fauchées pour vraiment épuiser le chardon. Il y a moyen aussi d'intégrer des cultures annuelles concurrentielles comme le seigle ou le chanvre. Ensuite, des méthodes spécifiques aux plantes indésirables annuelles. Alors, donc ici, voilà, c'est des exemples de plantes indésirables qui reviennent souvent chez les producteurs interrogés. Le kénopode blanc, donc au niveau de la rotation, il faut bien espacer les cultures d'été et intégrer plus de cultures d'hiver. La luzernière, ça fonctionne aussi bien. Faire un déchauffage profond et de manière répétitive en interculture et les faux semis au mois d'avril. Ensuite, pour le gaillet gratteron, c'est plus l'inverse. Au niveau de la rotation, il faut introduire plutôt les cultures d'été et limiter la proportion de cultures d'hiver. Alors, le labour fonctionne bien parce que les semences ne persistent pas très longtemps dans le sol. Et les faux semis réguliers, à partir de septembre, sont aussi des bonnes manières de gérer cette plante indésirable. Pour la matricaire camomille, au niveau de la rotation, il faut privilégier des céréales étouffantes. Alors, le labour peut aussi réduire la pression de semences, les faux semis en période d'interculture, et éviter les semis dans des conditions trop humides. Ensuite, des méthodes spécifiques plutôt à certaines maladies. Donc en général, on va plutôt aller sur des rotations de 4 ans minimum. Choisir des parcelles, dans le choix des parcelles, éviter les zones humides, avoir une bonne qualité des semences et plants, donc des plants certifiés, baisser la densité de plantation, orienter les buts ou les lignes dans le sens du vent dominant, maîtriser aussi les plantes indésirables qui peuvent aussi contaminer la culture, éliminer les plants et tubercules contaminés et récolter par temps sec. Alors, contre le mildiou de la pomme de terre, voici les différentes méthodes qu'on a pu voir chez les agriculteurs. Alors, vraiment très très important, c'est utiliser des variétés robustes, donc peu sensibles au mildiou. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre plusieurs variétés en bandes alternées. Ça permet d'éviter la propagation du mildiou. Utiliser des gros-plants bien vigoureux. Avancer la période de végétation. Pas mal d'agriculteurs plantaient des plants pré-germés ou utiliser des variétés plutôt précoces. L'orientation des buts de culture est-ouest et faire des pré-buts sont aussi des manières d'éviter l'humidité au niveau des pommes de terre. Avoir une fertilisation équilibrée, toujours l'excès d'azote favorise les maladies, donc il faut bien réfléchir sa fertilisation. Certains parlaient que le travail mécanique du sol de manière répétée pouvait renforcer les plants par la cicatrisation. D'autres apportent des oligo-éléments ou acides aminés. Donc on a parlé de mélange d'acides aminés, acide humique, acide fulvique, manganèse et acide orthosilicique, après avoir fait une analyse du taux de sucre. D'autres appliquent des thés de compost. En fait, ils ajoutent le champignon Trichoderma dans un extrait de compost. Et bien sûr, il faut toujours bien connaître le cycle du champignon et il y a pas mal d'outils d'avertissement de mildiou qui sont disponibles pour les agriculteurs.
car parfois, il est quand même nécessaire d'utiliser du cuivre qui peut être utilisé en bio. Mais si les premières pratiques sont réalisées, on peut vraiment limiter fortement l'application de cuivre. Ensuite, contre l'oïdium en carottes, oignons, courges, etc., on peut, ce qui marche bien, c'est des parcelles exposées au vent, éviter l'excès de fumure azotée, utiliser des variétés résistantes, toujours à l'oïdium. Certains utilisaient des purins de prêle ou orties, des algues marines ou du soufre. Contre sclérotinia en pois, haricots, etc. On peut, le fait d'allonger la rotation en intégrant des espèces non-hôtes, comme les céréales et les graminées, fonctionne bien. En interculture, on peut mettre de l'avoine ou du seigle. Il faut vraiment éviter les espèces sensibles dans les couverts aussi. Tournesol, facélie et brassicacées sont sensibles au sclérotinia. Il faut éviter les excès de fertilisation et l'excès d'irrigation. Alors le labour est aussi une technique qui permet d'éviter le sclérotinia. Faire des cultures sur but ou éventuellement la lutte biologique avec le champignon Coniotyrium militans. Ensuite, contre botrytis en haricots, il faut éviter l'excès de fertilisation, l'excès d'irrigation et les cultures sur but est aussi important. Les méthodes spécifiques contre certains ravageurs. Alors en général, on va faire au niveau de la rotation, elle doit être vraiment diversifiée spatialement et temporellement. Il faut alterner les légumes feuilles et les légumes racines et bien surveiller, avoir une surveillance régulière au champ. Contre la mouche des semis, les producteurs d'haricots pois parlent de l'importance de la date de semis, qui en général il faut retarder si possible. Il faut éviter l'apport excessif de matière organique fraîche également. Contre la mouche hideuse de l'oignon, on peut poser des voiles en maraîchage. Au niveau de la longueur de la rotation, il faut éviter de mettre des oignons trop près des haricots par exemple. L'épinage régulier en mai et juin fonctionne bien aussi. Contre la mouche de la carotte, pas mal de producteurs utilisaient un diffuseur d'huile essentielle avec le beurre d'oignon. Le passage à la buteuse va faire enfouir le collet de carotte, qui permet aussi d'éviter la bouche de la carotte. Des voiles de protection sont aussi utilisées et retarder aussi la date de semis pour ne pas être dans le cycle de la bouche de la carotte. Contre la bouche du chou, on utilise des voiles. Et alors, contre les pucerons en pommes de terre, carottes, pois, etc., là, il faut vraiment favoriser les auxiliaires des cultures. Alors, la facélie, par exemple, elle va attirer les cirphes, les coccinelles. Et alors, les chrysopes, les mésanges peuvent être attirés par les bandes fleuries et les haies. La stratégie attraction-répulsion fonctionne aussi bien. Un producteur, lui, avait laissé certains kénopodes dans son champ, qui est une plante indésirable, car les pucerons aiment vraiment bien les kénopodes, et ça a permis de préserver sa culture. Mettre une culture de radis entre les choux va aussi perturber les pucerons. La période de semis est importante. Il faut éviter des cultures sensibles aussi adjacentes. Alors contre le taupin en pommes de terre, on a beaucoup parlé du travail du sol et de favoriser les auxiliaires comme les carabes ou les guêpes parasites. Ensuite, contre le doryphore en pommes de terre, alors très important, c'est d'avoir des rotations longues et dans le choix des parcelles, limiter la porosité du sol,
Alors la stratégie attraction-répulsion fonctionne aussi en mettant une variété de pommes de terre plus sensibles en bord de champ, qui va éviter les dorifores aillent dans la culture principale. Alors, certains producteurs faisaient du ramassage manuel. Maintenant, il faut que ce soit faisable, ça dépend de la surface naturellement. Ensuite, contre les limaces, il faut planter profondément. Les tournières propres et larges fonctionnent aussi très bien. Favoriser les auxiliaires et un travail du sol. Contre les corneilles et pigeons ramiers, certains utilisent des canons à gaz, des effaroucheurs, des banderoles colorées, des cerfs-volants en framboiseau. Mais d'autres producteurs utilisent une talc avec des épices fortes comme du piment ou des mélanges de lait et de poivre moulu. Enfin, contre le campagnol, on peut faire un travail du sol pour détruire les galeries. Si on est en polyculture, élevage, le pâturage fonctionne très bien. Décompacter les prairies aussi et favoriser la prédation naturelle via des haies, perchoirs, nichoirs, etc. Ensuite, donc, vous voyez qu'on a beaucoup parlé des pratiques préventives. Alors, il y a aussi quelques pratiques curatives. Donc, lorsque les indésirables sont là, on va faire un désherbage soit mécanique, enfin dans la plupart des cas. Un désherbage manuel aussi peut se faire ou un désherbage thermique. Alors, pour le désherbage mécanique, en général, on fait ça entre le stade filament blanc. Donc, sur la photo, bon, on ne voit pas très bien, mais il y a un petit filament blanc. Et le stade 2 à 4 feuilles. Alors, le choix de machine va se faire en fonction des conditions du sol. Par exemple, si on a un sol dur, on utilise plutôt la houe rotative. Un sol friable, on va plutôt utiliser la RC-tri. Alors, le choix de machine va aussi dépendre des conditions météorologiques et de l'humidité du sol. Ce qui est bien aussi, c'est d'alterner des machines désherbantes d'une année à l'autre pour casser vraiment les cycles des plantes indésirables. Alors, la houe rotative, à la base, elle a été utilisée pour briser la croûte de battance. Donc, elle va projeter des bottes de terre contenant les plantes indésirables. On fait du désherbage à l'aveugle avec cette machine, c'est-à-dire qu'on fait l'ensemble de la surface cultivée, donc dans la ligne et entre les lignes. Le désherbage se fait à un stade précoce, car c'est moins agressif qu'une RC-tri par exemple. C'est efficace dans des sols limoneux ou argileux. La RC-tri, on peut faire aussi un désherbage à l'aveugle, donc sur l'ensemble de la surface cultivée. Alors on le fait en pré-levée de la culture ou en post-levée active. Alors elle est assez agressive, mais on peut un peu varier l'agressivité. Et donc, ça se fait à un stade un peu plus avancé des plantes indésirables. Elle est très efficace sur des sols sableux. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle a une grande largeur. Donc, sur la photo en dessous, vous voyez que c'est assez large. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur des grandes surfaces assez rapidement. Ensuite, la bineuse. Elle limite les plantes indésirables à un stade plus avancé. Alors elle va surtout travailler en interligne et donc elle a un désherbage limité sur la ligne. On peut faire certaines bineuses sont équipées d'un guidage GPS, et on peut rajouter des outils supplémentaires comme des doigts cresse qui vont désherber un peu plus dans la ligne, des disques pour débuter et rebuter. Et on peut vraiment bien adapter la largeur au choix de l'interligne, donc qui peut aller de 15 à 80 cm. Ce qui est important, c'est d'utiliser un semoir de la même largeur que la bineuse. Ensuite, en pommes de terre et légumes,
on a beaucoup parlé de la bideuse buteuse ou de la sarcleuse buteuse. Alors, le désherbage en interligne va jusque dans les flancs de la butte et redessine la butte. Donc, à quoi sert par exemple le butage en pommes de terre? Ça va favoriser la tubérisation et empêcher le verdissement des tubercules. Et ça va aussi limiter la contamination par le mildiou. Alors, on a vraiment vu plusieurs versions de la bideuse buteuse. En général, on avait la bideuse ou la sarcleuse à l'avant du tracteur, suivie par la buteuse à l'arrière du tracteur. Ensuite, indispensable dans un désherbage dans la ligne en légumes, surtout les carottes et les oignons, c'est le désherbage manuel. Alors, naturellement, ça demande pas mal de main-d'œuvre. Alors, ça va de 150 à 200 heures par hectare. Et ce qu'on a pu observer, c'est un weed bed ou un lit de travail. C'est-à-dire que les ouvriers, pour préserver leur dos, sont sur cette machine que vous voyez et qui marche, qui fonctionne à l'énergie solaire. Ensuite, le désherbage thermique est également utilisé, alors en plein ou localisé, donc dans la ligne ou en interligne, en prélevé ou post-levé, mais les producteurs interrogés évitent ce mode de désherbage car c'est très énergivore. Alors, maintenant plus spécifiquement dans chaque culture, le désherbage et le défanage en pommes de terre. Pour le désherbage, voilà, on a vu toute une diversité de techniques, mais pour résumer, soit on avait deux butages et désherbage à la herse ou rotoétrie, ou bien on faisait plusieurs butages successifs et sarclage avec la buteuse cercleuse. Et pour le défanage, c'est un défanage en général mécanique, donc on broie les feuilles ou plus rarement thermique. Le désherbage en culture de carottes, alors il y a eu on a beaucoup parlé d'épinage, butage, mais aussi du désherbage manuel et dans certains cas du désherbage thermique. En culture d'oignons, toute une série de binage, de désherbage manuel et aussi du désherbage thermique. En culture d'haricots, on utilise la hersétrie ou la rotoétrie à l'aveugle 2 jours après le semis et la houe rotative au stade de feuilles. En culture de petits pois, en général, les producteurs utilisaient la hersétrie, la houe rotative ou rotoétrie, parfois la bineuse. Et s'il y a des chardons, parfois le désherbage manuel. En poireau, la hersétrie, la bineuse ou de butage. Et en chicorée, la hersétrie, débinage, mais aussi le désherbage manuel ou le désherbage thermique. Voilà, en conclusion, donc vraiment le clé du succès pour savoir faire une agriculture sans pesticides, c'est une combinaison de différentes méthodes préventives à privilégier naturellement. Les méthodes curatives sont des méthodes un peu de rattrapage. Alors ça peut se faire à l'échelle de la rotation, donc au niveau de la longueur, la diversification de la rotation, les choix des intercultures, etc. Ça se fait aussi à l'échelle du parcellaire agricole, le morcellement, des parcelles, l'implantation de haies, etc. Soit à l'échelle de la culture, donc dans le choix des variétés, dans la période de semis, etc. Et on a vraiment vu que le producteur ou l'agriculteur doit être vraiment au plus proche de sa terre, bien connaître les caractéristiques de son sol et savoir identifier les plantes indésirables, maladies et ravageurs et bien connaître leur cycle. Aussi, intégrer au maximum la biodiversité, on l'a vu, c'est vraiment importante, en mettant des bandes fleuries, des haies pour accueillir les auxiliaires. Maintenant, chaque producteur procède à sa manière, en fonction des caractéristiques de son sol.
l'ensalissement, les machines disponibles, naturellement, etc. Donc toutes ces pratiques biologiques respectueuses du sol et de la biodiversité représentent un gage de durabilité. Voilà, donc j'ai essayé de résumer vraiment tout ce qu'on a pu voir lors des rencontres en ferme. Tous les témoignages sont bien écrits dans la brochure, mais vous pouvez aller aussi voir les comptes rendus des rencontres en ferme qui sont disponibles à l'adresse que vous voyez à l'écran. Voilà, on va voir la conclusion par Gilles Barentou. Moi, je suis très heureux d'être ici et de réaffirmer le soutien de la région Wallonne et plus particulièrement de ma ministre à ce projet-ci. Nature et Progrès a dans l'intention de continuer son travail sur d'autres choses, donc ce serait les vergers et les fruits qui sont aussi une culture qui est assez problématique puisque, enfin, vous le savez certainement encore mieux que moi, et comme c'est déjà dit dans le rapport, la pomme de terre c'est 15 tonnes de pesticides à l'hectare, donc c'est très concluant. Et donc ça permettait, donc, je disais tout à l'heure, de montrer deux choses, à la fois le pessimisme et l'immobilisme qu'il peut y avoir chez toute une série d'acteurs de terrain. Le pessimisme en disant le conventionnel tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est finalement la meilleure de nos options. Et donc on doit continuer là-dedans. Et l'immobilisme qui voit tout changement comme quelque chose de négatif. Ici, vous montrez bien, à travers ce travail-ci, que techniquement c'est possible. Et donc ça, c'est déjà, filière par filière, vous vous attachez à faire ça. Et donc ça permet vraiment déjà de lever un gros verrou, qui est peut-être le principal, le plus crucial en tout cas dans le secteur agricole, c'est est-ce qu'on peut le faire finalement techniquement ou pas avant de penser à comment on met en place les choses. Donc vous montrez filière par filière que c'est faux. Ici, pomme de terre, on disait très important. Donc évidemment la question qui vient un petit peu après, et ça sort du cadre de l'étude ici, c'est est-ce que simplement on ne ferait pas un peu moins de pommes de terre? Parce que c'est quand même 16 fois, c'est ça, je ne sais plus, on exporte, je ne sais plus quel est le ratio exact, mais 16 fois plus de pommes de terre que ce qu'on consomme en Wallonie. Et donc, pour répondre un petit peu à ces enjeux-là, qui dépassent les aspects techniques, mais comment est-ce qu'on arrive à produire toute une série, tout ce qu'on produit en Wallonie, mais de manière plus respectueuse de l'environnement, et en se passant de pesticides à terme, puisque c'est quand même bien ça l'objectif, qu'on partage évidemment avec vous. On a prévu deux grosses études dans le cadre du programme wallon de réduction des pesticides. Une première qui vise à identifier les trajectoires et les itinéraires techniques réalistes et faisables. Et puis une autre étude qui viendra en complément pour évaluer un peu les coûts et les bénéfices finalement pour non seulement le secteur agricole mais l'ensemble de la société de ces différents scénarios à moyen terme. Et donc c'est dans ce cadre-là que le travail ici est super important, c'est parce qu'on doit pouvoir savoir ce qui est possible de faire filière par filière, même si évidemment chaque parcelle, chaque ferme est unique et nécessite des choses spécifiques. On peut pouvoir évidemment savoir dans quoi on peut se projeter de manière réaliste pour arriver à terme à une Wallonie sans pesticides. Parce qu'on se trompe souvent d'objectifs, et ça je voudrais réinsister là-dessus, c'est quelque chose que vous dites au tout début de votre rapport. Le but n'est pas d'avoir moins de pesticides, ça c'est pas un but en soi. Le but n'est pas non plus de les utiliser de manière plus rationnelle, plus durable, comme on dit. Vous savez que la directive européenne qui réglemente l'usage des pesticides s'appelle la directive pour un usage durable des pesticides. Le but, c'est évidemment de s'en passer à terme. Et donc prendre la question à l'envers, comme vous le faites ici, en partant du principe qu'on travaille sur des alternatives qui font qu'on n'en a plus besoin. Mais c'est vraiment dans cette logique de travail qu'on souhaite que les acteurs de terrain travaillent. Et donc c'est là-dedans que le travail est très essentiel. Je ne serai pas plus long.
rajouter ces éléments de contexte-là. Et vous remercier, vous féliciter. Et,